Imaginez être abandonné seul sur une île déserte, votre seule compagnie étant les sons étranges de la jungle et les vagues incessantes qui s'écrasent contre la côte. Pendant plus de 4 ans, un homme a affronté cette réalité terrifiante. Voici l'histoire vraie et glaçante d'un naufragé réel dont le combat incroyable contre toutes les attentes vous fera remettre en question les limites de la résilience humaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans le récit hanté de l'épreuve solitaire d'un homme sur une île déserte qui a inspiré l'un des plus grands romans d'aventure de tous les temps. Né en 1676 dans le petit village écossais de Lower Largo, Alexander Selkirk était destiné à une vie d'aventure et de péril. En tant que jeune homme, son esprit rebelle le mettait souvent dans des situations difficiles, mais ce furent ses ambitions maritimes qui l'entraînèrent dans le voyage fatidique qui allait changer sa vie à jamais. Alexander Selkirk commença sa vie maritime comme boucanier en 1603. Il rejoignit une expédition menée par le corsaire anglais William Dampier, partant d'Irlande avec des lettres de marque. Leur mission était de cibler les navires ennemis pendant la guerre de succession d'Espagne. Dampier commandait le Saint George, tandis que Selkirk servait à bord du Cinque-Ports sous le capitaine Thomas Stradling. Après un périple dangereux autour du Cap Horn, leur flotte engagea un navire français qui réussit à s'échapper pour alerter les forces espagnoles. Après un raid échoué au Panama, ils capturèrent un navire marchand bien approvisionné, ravivant brièvement leurs espoirs. Selkirk se vit alors confier le commandement de ce navire pris, mais Dampier le relâcha bientôt après avoir pris les provisions nécessaires de vin, de sucre, de farine et de brandy. En mai 1704, le capitaine Stradling, avec le Cinque-Ports, décida de se séparer de Dampier, préparant le terrain pour le destin extraordinaire de Selkirk. En septembre 1704, le Cinque-Ports atteignit l'île inhabitée de Massa Tierra, faisant partie de l'archipel Juan Fernandez pour se réapprovisionner en eau douce. Selkirk, qui au cours du voyage s'était de plus en plus inquiété de la navigabilité du navire, entra en conflit avec le capitaine Thomas Stradling. Craignant pour sa vie, si l'expédition se poursuivait dans son état actuel, Selkirk prit une décision audacieuse et désespérée en déclarant qu'il préférait rester sur Massa Tierra plutôt que de continuer avec Stradling. Il ne savait pas encore qu'il troquait un danger pour un autre, car Stradling accepta sa demande et l'abandonna sur l'île. Selkirk regretta immédiatement sa décision et supplia d'être repris à bord. Mais Stradling, voulant donner l'exemple à l'équipage, refusa, lui infligeant ainsi une condamnation à mort. Tandis que le Cinque-Ports disparaissait à l'horizon, Selkirk fut frappé par la réalité brutale de son isolement. Il était seul, à des centaines de kilomètres de la civilisation la plus proche, avec seulement quelques provisions, un mousquet, une vieille hache, un pot de cuisine, un couteau, des outils de charpentier, sa Bible et quelques vêtements et literie. L'île était un endroit sauvage et indompté, rempli de bruits étranges la nuit. Les premiers jours de Selkirk furent marqués par la peur et l'incertitude. Il dut rapidement apprendre à s'adapter à son nouvel environnement rude. Il savait qu'il devait sécuriser de la nourriture et un abri pour survivre, trouvant refuge dans une grotte en bord de plage et se nourrissant de ce qu'il pouvait trouver. Rempli de tristesse, de solitude et de regret, il regarda fixement l'horizon pendant des jours, avouant plus tard
avoir souvent envisagé de mettre fin à ses jours. Mais une invasion naturelle le força à agir. Lorsque la saison des amours approcha, des hordes de lions de mer envahirent sa plage, le coupant de sa source de nourriture et le forçant à se déplacer à l'intérieur des terres. Bien qu'il ait été bouleversé à l'idée de quitter la plage pour entrer dans la jungle, cette poussée inattendue allait en fait le mener vers son salut, car il découvrit bientôt une vallée luxuriante derrière la plage, riche en palmiers choux, navets sauvages et divers fruits locaux qui devinrent les éléments de base de son alimentation. Il découvrit également des chèvres laissées par d'anciens boucaniers et pirates. Au début, il les abattait pour se nourrir, mais lorsqu'il fut à court de poudre à canon, il apprit à les capturer à pied et à l'aide de pièchetés faites à la main, finissant par en domestiquer certaines pour leur viande et leur lait. Lors d'une de ces chasses, Alexander échappa de justesse à la mort en perdant pied et en tombant d'une falaise. Allongé dans la douleur pendant des jours au fond de la falaise, il récupéra lentement ses forces. Sans la chèvre qu'il poursuivait, qui amortit sa chute, cet endroit aurait pu être sa dernière demeure. Les falaises rocheuses et le terrain instable n'étaient pas les seuls dangers d'Alexander. L'île était envahie par des colonies de rats aussi gros que son avant-bras, qui rongeaient ses mains et ses pieds pendant son sommeil, menaçant de propager des maladies incurables. Heureusement, les chats sauvages de l'île offrirent une solution. Selkirk en domestiqua quelques-uns, et il le protégeait la nuit, créant une étrange mais réconfortante compagnie. Au fil des jours, des semaines et des mois, Alexander continua de s'adapter à sa vie solitaire sur l'île. Bien qu'il n'ait vu aucun signe de secours depuis son naufrage, il n'avait pas perdu espoir. Scrutant chaque jour l'horizon depuis son poste de surveillance, allumant des feux de signalisation. En octobre 1794, Selkirk construisit des abris à l'intérieur des terres, près d'un ruisseau. Avec ses quelques outils, il construisit des huttes en bois de pimentier, qu'il couvrit de chaume. Ces huttes étaient sommairement meublées, mais des peaux de chèvre offraient chaleur et confort. Il faisait bouillir la viande dans une marmite et utilisait du bois de pimentier pour faire du feu. Ses chèvres et chats domestiqués lui fournissaient nourriture et protection, et il améliorait son alimentation avec des homards, du persil, du cresson et des panais. Sa Bible devint son compagnon le plus précieux, ses dévotions quotidiennes l'aidant à conserver sa parole et sa santé mentale. Un jour, alors qu'il vaquait à ses occupations, il vit 2 navires ancrés au large. Il se précipita vers la côte pour accueillir ses éventuels sauveteurs, mais son enthousiasme se transforma en terreur. Ils étaient espagnols. Sachant que la capture signifierait un sort pire que la mort, avec la perspective de torture ou de vie en esclavage dans une mine de sel, il s'enfuit dans la jungle. Alors que les marins espagnols exploraient l'île à la recherche de provisions, il fut repéré par un groupe d'hommes qui tirèrent sur lui. Réagissant rapidement, Alexander grimpa à un arbre feuillu, utilisant son agilité acquise au fil des mois à arpenter l'île, se cachant jusqu'à ce que les Espagnols abandonnent leurs recherches. À un moment, l'un des hommes urina même au pied de l'arbre, mais ils ne le remarquèrent pas et retournèrent bientôt à leur navire. Alors que les années passaient, les outils et vêtements de Selkirk s'usèrent. Lorsque son couteau se cassa, il en fabriqua un nouveau, avec une barre de fer trouvée sur la plage. Ses vêtements, faits de peau de chèvre, étaient grossiers mais efficaces,
et ses pieds s'étaient endurcis à force de courir sur le terrain volcanique. Sa longue barbe non coupée le faisait ressembler à un singe hirsute. Bien qu'il se soit adapté à sa vie solitaire, Selkirk ne perdit jamais espoir d'être secouru. Sans qu'il le sache, son destin était sur le point de changer. William Dampier, qui avait involontairement laissé Selkirk sur l'île, dirigeait une autre expédition pour piller la côte sud-américaine. Sa nouvelle flotte, composée du Duke et de son compagnon de navigation, The Duchess, partit d'Angleterre le 1er septembre 1709. Fin janvier 1710, ils approchèrent de l'île Massa Tierra. Après 4 ans et demi, le destin allait réunir Selkirk avec un vieil ami. À cause de son expérience précédente avec les Espagnols, Selkirk était devenu prudent, scrutant toujours l'horizon depuis son poste de surveillance avant d'approcher la plage. Le 1er février 1710, il aperçut 2 navires au loin, qui semblaient distinctement britanniques par leur gréement. Le cœur battant, il courut jusqu'à la côte, alluma un feu de signalisation et agita frénétiquement les bras pour attirer l'attention. Dampier, remarquant ce feu inattendu, envoya un bateau pour enquêter, sans savoir que Selkirk était encore vivant. Le groupe de débarquement, mené par Thomas Dover, fut accueilli par un Selkirk ému, aux larmes, après 4 ans et 4 mois de solitude. Woodes Rogers, le capitaine du Duke, surnomma avec humour Selkirk le gouverneur de l'île. Selkirk, maintenant agile et fort, chassait les chèvres quotidiennement, aidant à la récupération de l'équipage du capitaine Rogers, affaibli par le scorbut. Le capitaine Rogers fut impressionné par la vitalité physique et la tranquillité mentale de Selkirk, observant que la solitude et le retrait du monde ne sont pas un état de vie aussi insupportable que la plupart des gens l'imaginent, surtout lorsque l'on y est poussé de façon inévitable, comme cet homme l'a été. Impressionné par la résilience de Selkirk, Rogers le nomma second maître du Duke. De retour en mer, le zèle de Selkirk pour la course reprit. À Guayaquil, dans l'actuel Équateur, il mena un raid audacieux sur le fleuve Guayas, pillant de l'or et des bijoux auprès de riches dames espagnoles qui avaient fui avec leurs trésors. Ces exploits continuèrent le long de la côte mexicaine, pillant des galions et jouant un rôle clé dans la capture d'un navire espagnol. Après cela, Selkirk servit comme maître de navigation sous le capitaine Dover, naviguant jusqu'aux Indes orientales et accomplissant finalement une circumnavigation du globe. Le 1er octobre 1711, Selkirk arriva en Angleterre après 8 longues années d'absence. Son incroyable histoire de survie devint une sensation. Il revint en Angleterre, changé, son récit d'endurance et de résilience captivant tous ceux qui l'entendaient. Son expérience inspira même le roman classique de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. L'épreuve d'Alexander Selkirk est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à endurer et à s'adapter. Son histoire reste un puissant rappel de la force et de la résilience qui résident en chacun de nous, même face aux défis les plus redoutables. En 1966, le gouvernement chilien rebaptisa l'île de Massa Fuera île Alejandro Selkirk, un hommage bien mérité à l'homme dont l'incroyable histoire de survie continue d'inspirer et de fasciner. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage à travers l'histoire. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour d'autres récits effrayants du passé.